Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors vous savez que si vous lisez la presse quotidienne, eh bien la presse nous a oubliés cette fois-ci, mais heureusement je vois que vous êtes là. Vous avez sans doute des informations ésotériques, tout simplement le bouche à bouche. Peut-être lisez-vous notre lettre. Qui lit notre lettre que nous envoyons régulièrement? Levez le doigt. Voilà. Et ceux qui ne la lisent pas encore, eh bien, il suffit que vous nous donniez. Ben, je vais vous en parler un petit peu. Voilà. Donc la presse nous a oubliés. Cependant, elle a consacré dimanche un article sur un monsieur qui crée de la musique et qui crée des images par l'intelligence artificielle. Et cet homme l'a avoué dans l'article, il ne connaît pas la musique. Gloire donc à l'ignorance naturelle. Alors nous recherchons depuis un certain temps, depuis l'année 2013, à éduquer, et là nous sommes aujourd'hui avec M. Jean-Baptiste Collin, qui nous vient de loin. Tu nous viens de Sète. Un peu moins loin quand même. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Non, de la Drôme, du nord de la Drôme. De la Drôme. Voilà. Très bien, eh ben, on va te donner la parole tout à l'heure et c'est notre amie Gisèle Malaval qui va te présenter. Donc, nous sommes là, tenez-vous bien, c'est notre 200e conférence aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis... Ah, je sais comment il faut toucher les gens. Hein. Voilà. Eh bien, nous allons continuer parce que pour la rentrée, nous avons déjà 8 conférences qui sont prêtes. Et pour les connaître, eh bien, avant tout le monde, si possible, il faut s'inscrire à notre lettre en versant, si possible, une obole de 12 €, alors que ceux ou celles qui se sentiraient malheureux de donner si peu essaient de donner davantage. Je les remercie à l'avant. D'ailleurs, les gens qui font des dons peuvent déduire dans quelques jours, vous pouvez faire votre déclaration d'impôt. Si vous avez besoin d'un reçu fiscal, on vous le donnera, mais enfin bon, ça devrait aller comme ça. Donc nous récompensons, comme vous le voyez, par la défiscalisation. Alors, je vais vous donner les titres des 2 dernières conférences pour finir l'année, puisque c'est les grandes vacances après. Le jeudi 28 mai, j'ai bien dit le jeudi 28 mai, à 3. J'ai bien dit 3, c'est-à-dire que ça n'est pas ici, c'est à la Maison des Associations. Nous invitons Serge Volikov qui viendra nous parler du 90e anniversaire du Front populaire. Et ce sera avec une association qui s'appelle CEMOA, une association qui étudie de façon scientifique et de façon historique le mouvement ouvrier au bois. En 1936, vous savez qu'il y a eu de grands mouvements de foule qui n'avaient rien à voir avec celui des canonniers. Ça vous dit, les canonniers? Oui, oui. Et qui furent beaucoup plus efficaces puisque 1936, c'est la création des congés payés, des conventions collectives, de la semaine des 40 heures et autres. Et pour faire cette conférence, nous avons dans l'Aube un des meilleurs historiens de cette époque, de l'année 1936, qu'il a beaucoup étudié. Il s'appelle Serge Volikov et il sait conjuguer, notre ami Serge, que vous voyez de temps en temps ici, c'est conjuguer l'érudition et la malice. Nous avons ensuite quelqu'un que je vous recommande parce que c'est la 2e fois que nous le faisons venir, et là je me souviens qu'il était venu, et que le président du département s'était déplacé pour l'écouter. Parce que c'est un archéologue, et il fera une conférence qui s'appelle « La France éternelle, une enquête archéologique ». Jean-Paul Demoule, comme il s'appelle, a tenté de retrouver, écoutez bien, les racines indo-européennes de la France, cette France éternelle dont certains font leur chou gras
Et il a donc examiné tous les travaux des archéologues sur 3 millénaires. Et il n'a trouvé, hélas, il n'a trouvé ni langue ancienne commune, ni peuple originel. Ce qui a fâché certains. D'ailleurs, il y a eu des polémiques là-dessus. Alors nous sommes, nous aussi, aussi peu scientifiques que Jean-Paul Deboule, quoi qu'il y en a certainement dans la salle, mais quand il suffit d'imaginer toutes les civilisations qui se sont succédées, qui se sont croisées sur notre sol, et on pense aux grandes invasions qu'on apprenait à l'école primaire, les Gauls, les Visigoths, les Huns. Ils n'ont pas tous chevauché que des pur sang, ils sont aussi descendus de cheval pour chevaucher de façon différente. Voilà ce qui me fait dire, et ce que j'en conclus, c'est que nous sommes les enfants de tous les peuples de la Terre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon, je ne m'en plains pas et je ne me porte pas plus mal. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Gisèle qui va nous présenter notre invité, notre ami Jean-Baptiste Collin. Alors Jean-Baptiste Collin est un artiste peintre de street art, mais qui a eu la particularité d'avoir fait des études à Sciences Po et des études de droit, et non pas les beaux-arts. Alors, bien sûr, ensuite, il a fait pour commencer à vivre aussi un peu, travailler, etc. Il a fait une formation d'infographiste, ce qui fait que ça lui a donné évidemment quelques connaissances techniques, bien sûr, dans le domaine qui le concerne. Et Sciences Po, finalement, ça a été aussi très intéressant dans la mesure où il a su comment fonctionnaient, par exemple, les collectivités. Parce qu'en street art, il faut, sont évidemment souvent des fresques monumentales qui sont à la demande des collectivités, enfin, souvent à la demande des collectivités, si on veut en vivre. Et donc, il faut connaître le fonctionnement des collectivités. Alors, par exemple, il y a en 2017, c'est assez récent, c'était la présidentielle. Et la ville d'Épinal lui avait demandé, vous avez demandé, de faire une grande fresque. Donc, vous avez choisi pour cela un tableau peut-être dont vous parlerez tout à l'heure, enfin pas un tableau, l'inspiration a été un tableau qui était Thomas Couture, 1847, la décadence des Romains. Et dans ce tableau qui, chez Thomas Couture, était une critique de la monarchie de Juillet, puisque dans la même année, il y avait eu 2 ministres accusés de concussion, et puis le duc de Choiseul, qui avait commis un féminicide avec 30 coups de couteau sur son épouse. Donc c'était un climat, disons, un climat très délétère. Donc c'était le sujet de Thomas Couture était brûlant d'actualité, on va dire. Et donc, bon, Jean-Baptiste. J'affiche peut-être, oui, peut-être. la fresque. Voilà, mais vous en parlerez le peut-être. Le tableau initial de Thomas Couture. Ah oui, d'accord. Ce serait pas mal du coup pour que les gens puissent. Oui. Voir la transformation. Ouais, les Romains de la décadence. Oui, les Romains de la décadence. Oui, c'est pas la décadence des Romains, c'est les Romains de la décadence. Je crois que c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais par contre, juste, il y aura peut-être un petit temps d'affichage qui risque d'être un petit peu long. Mais je peux vous laisser continuer. Oui, alors, ainsi, selon les municipalités, il y a eu des sujets que vous avez choisis qui étaient des sujets qui pouvaient être purement artistiques ou purement politiques, comme par exemple Méline Manoukian, ou bien Rimbaud, ou bien Frantz Fanon, etc. On s'inspirait comme ça. Oui. Et Poinette Nardal, plus récemment aussi. Ah oui, j'ai vu ça aussi, oui, voilà. Ou la Commune de Paris, à travers le peintre Courbet, par exemple. Donc, ce sont des sujets qui sont visibles de tout le monde. Moi, j'avais vu récemment, c'était Agnès Varda. Oui, aussi. Voilà, un grand Agnès Varda là, qui était magnifique à Paris, parce que vous travaillez beaucoup à Paris aussi, pour Paris, disons, pour la ville de Paris. Oui, j'ai habité 20 ans à Paris. Donc voilà, ça explique cela. Ouais. Ouais. Ici, voilà, hommage à Agnès Varda.
Ah oui. Pareil, Ah mais ça c'est très très. Ouais voilà. Ça, long, c'est- quoi. oui. Et voilà. Donc c'est une manière aussi de rendre public et vraiment de saisir enfin l'attention des gens qui passent et qui ne vont pas aller forcément dans un musée. Alors, ben, donc le sujet que vous allez aborder maintenant, c'est finalement que reste-t-il de l'art quand la machine devient créatrice? Et donc est-ce que c'est une opportunité pour l'innovation ou bien est-ce que c'est une création déshumanisée? Donc vous savez répondre à ça peut-être. Avec Et puis plaisir. Si vous voulez, je peux faire une petite. Ah bah oui, vous ça n'avez y est, pas moi j'ai mon besoin. micro. D'accord. Si vous voulez, je peux faire une petite, un petit détour avant d'aborder la question de l'IA générative et de l'image. Donc sur cette fresque que j'ai fait donc pour le mur Épinal. Et donc les éléments de contexte, c'était les élections présidentielles de 2017. Vous vous souvenez, on avait quand même un certain nombre de candidats. Il y avait un jeune homme qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, qui s'appelait Emmanuel Macron, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et qui avait profité d'un alignement de planètes pour pouvoir émerger et balayer François Fillon, qui était le concurrent principal à l'époque, quoi. Et je me souviens qu'à cette époque-là, donc cette fresque date de 2017, la particularité, c'était que tous les candidats se déclaraient anti-système. Donc on avait aussi bien Trump, qui à cette époque-là était président déjà depuis 1 an des États-Unis, que Poutine, que Marine Le Pen aussi, qui tient toujours un peu ce discours, même si ça sonne de plus en plus creux. François Fillon se disait aussi anti-système, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et Macron, qu'on voit également un petit peu sur le fond, quoi. Et finalement, voilà, j'ai fait ce parallèle historique avec ce tableau qui était Les Romains de la décadence de Thomas Couture, où j'y ai vu effectivement une classe politique assez corrompue quand même, mais qui, pour se donner justement, se redonner des airs de virginité, et sentant finalement aussi un petit peu le pouls de la population qui est de plus en plus défiante envers le système politique, du coup, les hommes politiques ont cru bon, dans un but de marketing politique, de se démarquer supposément d'un système dont ils étaient en réalité complètement issus, hein, au cœur d'un système. Élite à la fois économique et politique. Donc voilà, un petit peu l'esprit qui m'anime, pas toujours lorsque je fais mon travail d'artiste, mais quand je le peux, quand on m'en laisse la possibilité, j'aime bien travailler sur des sujets assez politiques. Simplement pour finir avec ça, j'ai mon site internet si ça vous intéresse, donc c'est jbc-art.com. J'ai laissé aussi des petites cartes de visite si vous voulez connaître un peu plus mon travail, ce sera avec grand plaisir. Ce qui m'anime aussi aujourd'hui, et donc le sujet pour lequel vous êtes venu, c'est plutôt en tant qu'enseignant que je me présente face à vous ce soir, enseignant en design graphique, ou graphisme hein, pour faire plus simple. Donc l'idée c'est quoi? C'est que j'ai été confronté à l'émergence de l'intelligence artificielle générative, d'images en particulier parce que c'est mon domaine, il y a à peu près 4 ans. On l'a vu arriver il y a 4 ans à peu près. Donc moi je suis artiste peintre, mais j'ai toujours généré, j'ai été aussi formé en graphisme, et donc j'ai pris une habitude de travail qui est celle de générer mes maquettes via Photoshop, qui est un logiciel donc de design graphique, qui est très connu. Mais ça reste quand même un travail, si vous voulez, où il y a la main de l'homme, assistée par la machine, mais où la main de l'homme et les choix artistiques du créateur sont quand même assez présentes. Donc moi, je travaille de cette manière depuis une 20aine d'années. Et ensuite, s'il s'agit donc de faire une fresque, je projette, on va dire, cette maquette que j'ai faite de manière digitale sur un mur, et puis via différentes techniques, du quadrillage, du pochoir ou de la vidéoprojection, je suis en mesure de reproduire quasiment à l'exact ce visuel que j'ai créé sur un mur. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'IA générative, toutes nos méthodes de travail, les graphistes et les créateurs digitaux en général, se sont vus profondément bouleversés par l'arrivée de cette technologie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
un travail qui demande un savoir-faire quand même assez poussé, une inspiration, des techniques peuvent être remplacées simplement par la rédaction d'un prompt. Voilà. Donc nous, les créateurs, comment on se positionne par rapport à ça? Et je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner, ni maintenant, ni à la fin de la conférence. Simplement, je vais faire un état des lieux de ce qui se passe actuellement. Et c'est une conférence que j'ai pu donner il y a 6 mois. J'ai dû l'actualiser énormément parce que les choses vont extrêmement vite. Voilà. Donc là, on est pris dans un courant qui nous dépasse complètement. Comment se positionner par rapport à ça? Moi, je suis plutôt IA sceptique, clairement. Enfin, si je pouvais appuyer sur un bouton et faire en sorte que cette chose-là disparaisse, je le ferais. Seulement, elle est là. Et en tant qu'enseignant, comment je me positionne? En tant que créateur, comment je me positionne? De toute façon, ce n'est pas qu'une affaire personnelle, c'est une affaire maintenant qui concerne la vie finalement de millions de gens, puisque une étude qui vient d'être publiée nous montre que d'ici 2030, il y aurait peut-être 5 millions d'emplois qui pourraient être supprimés en France. Mais là, je vous parle de la France. Donc ça ne concerne pas que le monde de la création, évidemment, visuel. Là, moi, je me limite à l'IA générative d'images parce que c'est mon domaine, mais comme vous le savez, ça touche à peu près tous les métiers. Bon, sauf évidemment les métiers comme la restauration, la maçonnerie, où là, c'est vraiment la main de l'homme. Mais sinon, dès qu'il y a un travail intellectuel, aujourd'hui, ce travail intellectuel peut être automatisé. D'accord? Donc, on va commencer par un petit état des lieux. Donc voilà, donc je commence par une question un petit peu provocatrice, entre guillemets. La mort de la création, point d'interrogation. Alors, on commence par la définition des termes du sujet. Qu'est-ce que l'IA générative? Donc c'est une génération d'images automatisées via donc une intelligence artificielle qui permet de créer des images qui seront à chaque fois différentes via simplement la rédaction d'un texte. Pour ce faire, un certain nombre de plateformes en fait ont émergé ces dernières années, dont la plus connue est ChatGPT, mais il y en a tant d'autres, qui vont permettre, si vous voulez, la génération de l'image à tout un chacun. Donc chacun d'entre vous peut générer cette image pour peu que vous vous connectiez sur les bons sites. Et pendant longtemps, en fait, c'est pas que cette IA générative ait été créée en 2021. Elle a été créée il y a très longtemps, depuis les années 1940 en réalité. Mais on va dire que son développement, il a été souterrain et mis hors de portée du grand public jusqu'à présent. C'est seulement depuis 2021 que ces plateformes-là permettent à tout un chacun de pouvoir générer des images ou du texte ou ce que vous voulez. Donc le principe, c'est le machine learning, donc apprentissage automatisé. Donc on va simplement entraîner des algorithmes sur des données immenses, qui sont celles d'Internet entre autres. Donc évidemment, les modèles changent selon les plateformes et le périmètre d'entraînement de ces modèles va aussi varier. Est-ce qu'on va être sur des données publiques ou uniquement sur des données privées un peu plus restreintes? Aujourd'hui, ces IA donc, sont en plein boom, évidemment. La plus connue, c'est évidemment ChatGPT de Sam Altman. Donc, c'est une IA américaine. Mais bien évidemment, l'ensemble des nations ont compris qu'il y avait un enjeu de compétition capitaliste internationale derrière tout ça. Et assez vite, les Chinois leur ont emboîté le pas. Même Poutine a dit que celui qui maîtrisera l'avenir est celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même une compétition internationale pour la maîtrise, ou en tout cas la prédominance de l'intelligence artificielle. Maintenant, dans le domaine plus spécifique de l'image, quelles sont les principales plateformes dont je vous ai parlé qui sont utilisées par les professionnels de l'image, les plus populaires? Eh bien, pendant longtemps, on a eu Midjourney, dont je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure, qui a été prédominante. DALL-E, qui est une émanation de ChatGPT. Flux, qui est une IA allemande, assez performante, parce que l'Europe cherche à se tailler sa part du lion.
Ensuite, on a Firefly qui est un des produits de Adobe. Donc Adobe, c'est la marque qui édite Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Ou d'autres logiciels comme Premiere, par exemple. Et plus récemment, on a, là je ne les avais pas présentées il y a 6 mois, celles-là. Et en fait, ce sont les dernières nées qui ont pratiquement ringardisé les premières en l'espace de quelques mois. Et je pense en fait en particulier à ces deux-là, qui sont Nano Banana et Seedream. Alors Nano Banana, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à le prononcer, c'est l'IA génératrice d'images de Google. Voilà. Donc Google jusqu'à présent n'avait pas encore créé de produit. Ils attendaient dans l'ombre, mais quand ils ont mis leurs produits sur la place, de manière objective, hein, quoi que l'on pense en fait philosophiquement de l'IA, c'est assez impressionnant quand même. Et enfin, la version chinoise, Seedream 4.5. Alors si on peut dresser un parallèle, on a DeepSeek pour l'IA générative de texte chinoise qui a fait la concurrence à ChatGPT, et donc dans le domaine de l'image, DALL-E et Nano Banana font face à la concurrence de Seedream qui est chinoise. Et enfin, on a Kling 01 qui est plutôt de la transformation de l'image, qui est chinoise elle aussi. Voilà. Donc finalement, ce qu'on peut constater, c'est que au-delà de l'émergence des plateformes en tant que telles, derrière, ce sont des enjeux géopolitiques assez importants qui se manifestent. Alors, quels sont, si on pouvait essayer de créer une sorte de balance entre avantages et inconvénients, les défenseurs de l'IA, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? La question des gains de productivité, évidemment, pour les entreprises, ça c'est, on va dire, pour être un petit peu plus clair, l'IA n'a pas été inventée à la base, dans la tête de leurs concepteurs, pour améliorer la condition humaine. Ou en tout cas, si c'est le cas, c'est une minorité. Hein. C'est avant tout une machine pour maximiser les profits. Là-dessus, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Maintenant, effectivement, pour ce raisonnement-là, hein, ce raisonnement capitaliste, la question des gains de productivité, évidemment, a une importance assez essentielle. Alors, quels sont les avantages? Facilité d'utilisation. Hein. Quand je vous dis que tout un chacun peut écrire un prompt et générer une image, c'est une réalité. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez essayer, et vous allez voir, ça marche. Évidemment, il y a maintenant la qualité de votre image va dépendre de la qualité également du texte que vous allez écrire pour pouvoir le générer. Hein. Ça, c'est sûr. L'avantage, c'est quoi? Comme je vous ai dit, pas de compétences techniques particulières pour pouvoir gérer, alors qu'avant, comme je vous disais, il fallait, pour générer une image comme celle-là, on va dire pour un illustrateur, pour vous donner le process classique, on va dire, hein, d'un graphiste pour générer une image comme celle-là, déjà il faut prendre son crayon, il faut faire un croquis qu'on va scanner, et puis on va faire une colorisation sur Photoshop qui va prendre des heures, voire des jours. Okay. Là, il y en a pour 10 secondes. Donc simplement pour vous donner une idée en ordre d'échelle. Ça c'est Firefly, donc c'est l'IA générative de chez Adobe. Là ici, on a des images qui sont générées via Midjourney. Alors Midjourney, c'est pendant longtemps, ça a été la plateforme d'IA générative la plus puissante. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu le mot que ces femmes-là et cet homme créent en fait par leur grand paletot noir. Obey, voilà. Alors bon, pour la petite histoire, Obey, c'est un artiste affichiste de street art qui est très connu. Donc je ne sais pas si cette image a été générée par ses équipes ou par un fan de Obey, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pour scénariser ça, si un artiste essaie de scénariser ça, c'est quand même assez compliqué. Donc personnellement, je trouve assez impressionnant que la machine puisse faire ça. Donc voilà, déjà, avec cette planche-là, c'est déjà aussi ce qui frappe, c'est la diversité des styles.
Okay, c'est-à-dire que là, on va sur un style plutôt photographique, fantasmagorique d'un passé de viking. Ici, on est dans l'illustration pure, de type dessin animé. Et puis là, on va être dans la photographie, pratiquement. Voilà d'autres illustrations aussi, issues de l'intelligence artificielle. Donc j'ai essayé de vous donner un échantillon assez varié en termes de style. Du psychédélique, de l'enfantin, mais aussi des pastiches. Alors évidemment, ici c'est un clin d'œil assez appuyé à Van Gogh. Évidemment, c'est pas comme Van Gogh du tout. À moins d'être vraiment un béotien, on aura du mal à confondre ça avec un vrai tableau de Van Gogh. Mais c'est quand même la capacité de la machine, si vous voulez, à puiser dans l'inspiration et dans les données qui sont disponibles sur Van Gogh pour pouvoir quand même retranscrire une image qui, en tout cas, interroge. Hein. Donc c'est Van Gogh à la façon Van Gogh, mais quand même avec une touche assez moderne. Dali et également la jeune fille à la perle. Hein. Ici, clairement, c'est un pastiche du célèbre tableau de Vermeer, qu'on aura l'occasion un petit peu de réanalyser de manière un peu plus approfondie tout à l'heure. Pareil aussi, on a ce type d'artifice ici, très difficile à scénariser à la main. Alors je ne sais pas quelle est la plateforme qui a fait ça, mais je trouve ça aussi assez impressionnant. Donc voilà, quand je vous disais qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières, il y a quand même aujourd'hui un langage qui s'est créé pour écrire les prompts de manière un peu plus efficace, dont le nom m'échappe. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a de nouveaux domaines, il y a de nouveaux business qui émergent, et puis donc des vendeurs de tapis qui vont essayer de nous expliquer comment écrire les prompts. Vous en trouvez des grandes quantités sur YouTube notamment. Alors maintenant, moi, si je me place du point de vue de ma démarche artistique, qu'est-ce que l'IA apporte? Évidemment, j'ai quand même essayé. J'ai pu faire une exposition il y a quelque temps à Grenoble sur la thématique du technofascisme. Donc c'est un terme qui est encore un petit peu vague, mais c'est, on va dire, l'idéologie qui se trouve, qui commence à émerger derrière certains patrons de la tech. Je pense évidemment à Elon Musk, Peter Thiel par exemple, ou l'acolyte de Peter Thiel dont le nom m'échappe. Et donc voilà, moi, mon questionnement c'était, d'ailleurs c'est une série que vous pouvez retrouver sur mon site, c'est si jamais ces fameux patrons fous, on va dire, prenaient le pouvoir, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de société et quelle propagande serait issue d'une société comme celle-là, quoi. Et j'ai trouvé en fait rigolo, entre guillemets, de m'aider de l'intelligence artificielle pour générer ces images. Et donc là, voilà, je dévoile simplement une manière dont j'ai procédé un petit peu pour transformer une image issue de l'intelligence artificielle en une illustration. Alors j'ai dû faire pas mal de modifications, parce que vous voyez que les mains, au niveau des mains, on a quand même quelques problèmes ici. Et souvent, vous allez voir que les images générées par l'intelligence artificielle ont encore quelques défauts, plus ou moins visibles, qu'on peut effectivement corriger via un travail de graphiste derrière. Quel autre argument pourrait-on aussi apporter en faveur de l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est la possibilité aussi, pour tout un chacun, de créer des outils de communication. Hein. Donc moi, je pense simplement à des amateurs qui ont, par exemple, vont vouloir organiser une kermesse pour leur enfant. Là, j'ai trouvé ici quelques exemples, par exemple, vous voyez. Et donc, à une époque où il fallait faire appel à un ami graphiste qui nous fasse l'affiche, là, on s'en passe. Et puis, on va pouvoir générer des affiches qui, finalement, ont toujours un certain niveau graphique, parce que moi aussi, je me place en tant que professionnel et enseignant en design graphique. C'est vrai qu'il y a des affiches dont on voit tout de suite qu'elles sont faites un petit peu bricolées, entre guillemets, puis d'autres qui sont faites par des professionnels. Et là, c'est vrai qu'on est quand même sur des niveaux graphiques qui, sans être exceptionnels non plus, ont quand même toujours le minimum requis
vous voyez, pour que ça soit clair et lisible. Vous voyez, en tant qu'enseignant, par exemple, je dis toujours à mes étudiants, respectez bien la hiérarchie des informations, qu'on reconnaisse bien l'information principale, c'est-à-dire le titre, Kermesse, et puis ensuite, derrière, il va y avoir les informations secondaires. Et c'est vrai que quand on demande à l'IA de faire une affiche, la hiérarchie des infos, elle est toujours plutôt bien calée, etc. Donc il y a quand même, parmi la masse d'informations qu'il prend, l'IA, c'est quand même plus ou moins choisir les bonnes références. Alors maintenant, on va poser une petite question. Est-ce que l'IA peut vraiment créer au sens artistique du terme? Donc là, on est sur une question qui touche plus à la philosophie qu'au design graphique ou à l'art. Et donc j'ai trouvé intéressant en fait de poser la question à deux plateformes différentes, concurrentes. Hein. Donc l'une c'est ChatGPT et l'autre c'est DeepSeek. Donc États-Unis d'un côté, Chine de l'autre. Et donc ChatGPT, je vous laisse peut-être le temps de lire un petit peu les réponses parce qu'elles sont intéressantes. Alors, j'ai trouvé DeepSeek plus humble que ChatGPT. C'est-à-dire qu'autant, côté ChatGPT, on a quand même une réponse assez péremptoire. C'est-à-dire que elle désigne l'IA comme capable de susciter des émotions. Donc, se place quand même sur le terrain de la subjectivité. Alors que clairement, pour moi, DeepSeek récuse justement cette capacité de subjectivité à l'IA. Et c'est peut-être là où se trouve la ligne de frontière entre nous et l'IA. L'IA, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? On pourrait la comparer à une espèce d'aspirateur qui va prendre un certain nombre de données, un nombre incalculable de données, et avec une efficacité, en tout cas en termes de volume, à laquelle on ne pourrait jamais prétendre. Mais ce qui va toujours manquer à l'IA, ça va être justement l'émotion, la sensibilité, le goût, et finalement l'arbitre en fonction justement d'une culture graphique et qui est suscitée par l'observation depuis des années et des décennies, telle que pourrait l'avoir un artiste. Et c'est là la grande différence finalement. Donc IA, c'est plutôt, comme je disais, un aspirateur qui va gober un grand nombre de données et va en recracher une forme de synthèse. Et vous allez voir plus tard également quelles vont être les conséquences de ce mode de fonctionnement. Je vais commencer à m'intéresser, pour ce qui est de l'analyse, à la question juridique de l'IA génératrice d'images, parce qu'on va toucher également au problème d'éthique. Alors, on va faire un premier constat. L'IA générative génère par jour plusieurs millions d'images. Actuellement, on est à peu près à ces volumes-là. Comment va se situer le droit par rapport à ça? Et notamment le droit d'auteur. Parce que comme vous le savez, toute production intellectuelle, que ce soit une invention, une œuvre littéraire, une image qui est générée par un être humain, est normalement protégée par des droits d'auteur, pour éviter le plagiat, la spoliation, etc. Première question, est-ce qu'une image générée par l'IA appartient à l'auteur du prompt, la personne qui a écrit le petit texte pour générer l'image, ou à l'entreprise qui est propriétaire de la plateforme qui va mettre justement le grand public dans la possibilité, on va dire, de générer ces images. Il est en général admis que l'auteur du prompt ne peut pas revendiquer de droit de propriété sur l'image qui a été générée. Ce qui semble quand même être plutôt de bon sens. Maintenant, qu'en est-il de ces fameuses plateformes qui permettent justement la génération de ces images? Normalement, le diffuseur doit s'assurer que l'image respecte bien les droits d'auteur. Ça, c'est la question.
Mais en tous les cas, c'est pareil, les plateformes d'apprentissage ne peuvent pas non plus, en droit, revendiquer pleinement la paternité de l'image. En tout cas, ça n'est pas encore tout à fait établi juridiquement. Il n'y a pas de jurisprudence, si vous voulez, qui permette de manière précise d'aller dans ce sens-là. Donc en fait, on est véritablement dans un espèce de flou juridique. Après, il y a une autre question qui se pose, c'est que les créations de l'IA, aussi belles soient-elles que vous les avez vues tout à l'heure, sont quand même le fruit d'une spoliation à très grande échelle. C'est-à-dire que l'IA n'aurait pas pu produire une seule des images que vous avez vues précédemment si elle ne s'était pas appuyée sur le travail que font des illustrateurs et des peintres depuis maintenant des siècles. Et ça, c'est une vraie question, parce qu'un artiste peut tout à fait tomber sur une image d'IA et constater que le style de cette image ressemble très étrangement à son propre style. Un style que lui-même a sécrété, on va dire, depuis des décennies. D'accord ? Et est-il fondé à ce moment-là à demander réparation à l'une des plateformes qui a permis la génération de cette image ? Ça, c'est une question pareille qui n'est pas tout à fait tranchée. D'autant que elle est très belle la sonnerie, cela étant. On doit faire la distinction entre deux types de plateformes. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont entraînées sur des données privées. Je pense par exemple aux banques d'images. Vous avez des banques d'images comme Adobe Stock par exemple. Eh bien, vous voyez que la plateforme Firefly, qui est intégrée donc à Adobe, ne va venir s'entraîner que sur les données de Adobe Stock. Ça veut dire ses propres données locales, qui sont en fait une banque d'images et de vidéos, naturellement. Donc là, si vous voulez, on a une IA qui est entraînée sur un champ restreint. Et comme elle est entraînée sur un champ restreint, on va dire qu'elle a déjà aménagé un petit peu les problèmes juridiques afférents. À savoir que tout ce qui se trouve dans cette banque d'images, la question juridique est déjà résolue parce que les photographes qui ont déposé leurs images chez Adobe Stock ont déjà, par le biais du contrat qui va les lier à Adobe Stock, renoncé à un certain nombre de droits. Donc si vous voulez, le principe de la banque d'images, c'est le suivant, c'est je suis photographe, je n'ai pas, moi, la possibilité, la puissance commerciale, on va dire, de vendre mes images, de me faire connaître, de faire savoir au public que mes images existent. Je passe par une plateforme qui, elle, va avoir ce pouvoir de diffusion-là, et en contrepartie, je lui cède une partie de mes droits. Voilà. Ça, à la limite, c'est un modèle capitaliste plutôt classique, on va dire, mais ça permet aussi, si vous voulez, de faire en sorte que ce soit une IA qui, malgré tout, va puiser dans des ressources à des personnes qui sont consentantes à ça. Parce que dans les nouveaux contrats qui sont produits par Adobe Stock, par exemple, toujours pour filer le même exemple, eh bien, il est bien écrit, vous acceptez que votre photographie puisse servir à l'IA locale, Firefly, pour pouvoir générer des images. Et du coup, l'artiste ne peut pas se prévaloir, si vous voulez, du fait que l'IA ait pillé son travail s'il l'a signé en autorisant ceci. Maintenant, il y a l'autre type d'IA, et finalement, c'est l'IA de ChatGPT, de DALL-E, de NanoBanana, etc. Et là, par contre, les vannes sont complètement ouvertes. Ils peuvent puiser dans à peu près tout ce qu'il y a dans Internet. Et donc là, ça pose un vrai problème de pillage, effectivement, parce qu'il n'y a absolument aucune limite. Et ça pose un véritable problème éthique. Donc c'est bien ce deuxième cas qui peut donner lieu à des litiges. Maintenant, comme je vous ai dit, finalement assez peu de litiges. Pourquoi ? Parce que si moi, par exemple, je suis un artiste, mais moi je ne suis pas un artiste très connu. Donc, si vous voulez, avant d'engager un avocat et une procédure judiciaire, je vais y réfléchir à deux fois quand même, en termes de temps, de coûts, etc. Et surtout si j'attaque une plateforme qui, elle, par contre, a des moyens juridiques et des avocats qui sont 100 fois plus puissants que les miens. Vous voyez ? Donc si ce droit, certes, existe, comment peut-il être exercé par les artistes ? Je suis un peu sceptique, on va dire. Maintenant, autre point que je voulais voir avec vous, c'était est-ce que l'IA générative, est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'art ou non ?
hein. Est-ce qu'une œuvre en fait qui est générée via le génératif peut prétendre, on va dire, rejoindre le monde de l'art? Alors je reviens ici à l'exemple de la jeune fille à la perle. Et donc ici on a un contexte où on a une belle tapisserie derrière, une personne qui prend une photo. Donc on est bien dans la scénarisation d'un musée. Donc, je trouvais un peu cette illustration assez intéressante pour aborder le sujet. Alors en fait, les premiers balbutiements, on va dire, de l'art génératif, entre guillemets, on peut à peu près le situer dans les années 70 avec les travaux d'un certain Harold Cohen, qui a créé un système qui s'appelait le système Aharon, et qu'il a développé pendant des dizaines d'années, qui était en fait une machine qui, comme vous pouvez le voir, en fait, générait elle-même des tableaux. Voilà. Alors il y avait une dimension assez spéculative dans un premier temps, c'est-à-dire que la machine était assez incontrôlable et du coup on ne savait pas très bien ce qu'elle allait pouvoir dessiner. Et puis vous voyez qu'il a orienté aussi sa machine vers des figures humaines. Et lui-même posait une question que je trouve extrêmement pertinente, et toujours pertinente aujourd'hui. Si ce que crée Aharon n'est pas de l'art, de quoi s'agit-il exactement? Outre son origine, est-ce qu'elle diffère de la vraie chose? Et s'il ne réfléchit pas, que fait-il exactement? Et je pense que c'est une question à laquelle on n'a toujours pas véritablement résolu. Pour continuer cette historique, dès les années 2010, il y a des images issues de l'IA qui sont vraiment assumées comme telles par les artistes. Mais il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que les plateformes dont je vous ai parlé datent de 2021, à partir de 2021. Et on a déjà des œuvres d'art d'artistes dès 2010 qui sont générées via l'IA. Alors comment est-ce qu'on fait ces artistes? En général, c'était des geeks, c'est-à-dire vraiment autant des artistes que des informaticiens, qui utilisaient justement des outils qui n'étaient pas accessibles justement au commun des mortels. Et ces productions-là avaient déjà un nom qu'on appelait l'IA Art ou le GAN Art. Donc comme je vous l'ai dit, du point de vue technique, en fait, le procédé qu'on utilisait à l'époque, c'était les réseaux antagonistes génératifs, les GAN. Bon, qui est toujours ce qui s'utilise aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, avec des moyens techniques facilités. Et enfin, on a aussi Deep Dream, un logiciel de Google qui a permis justement de créer des visuels assez hallucinants quand même, dont on peut aimer ou pas la dimension artistique, mais qui quand même pose question. Voilà, je vous donne quelques exemples d'autres œuvres qui ont été générées par l'IA et qui sont quand même, bon, 2016 évidemment, c'est extrêmement restreint quand même. C'est extrêmement, excusez-moi, proche de nous en termes de temps, mais qui, dans l'échelle de développement de l'IA, apparaissent déjà comme une éternité. En fait. Donc, le fait marquant, c'est qu'en 2018, pour la première fois, une œuvre générée par l'IA a été vendue aux enchères pour une somme quand même assez importante, de presque 450 000 €. Voilà. Et ça, c'était vraiment une première. Et c'est vraiment de l'IA qui est assumée comme telle. Hein. C'est pas de la dissimulation, voilà, du tout. Donc voilà, ça a donné ce portrait dont on peut apprécier ou pas la valeur artistique. Mais en tous les cas, pour 2016, obtenir par exemple une image comme celle-là, qui est assez proche finalement de l'esprit de Rembrandt, c'est quand même déjà assez impressionnant. Hein. Mais il faut se placer quand même 10 ans en arrière. J'ai été un petit peu trop vite. Voici d'autres œuvres issues de l'intelligence artificielle. Et ensuite, je voulais vous parler tout particulièrement de la partie droite de l'écran ici. Cette œuvre-là, en fait, a gagné un concours à l'été 2022. C'était un concours donc, des Beaux-Arts du Colorado. Il y a cette œuvre qui s'appelait Théâtre d'opéra spatial, qui a gagné le concours et qui s'est présenté finalement comme un artiste digital, simplement. Donc il y avait différentes catégories dans le concours, c'est-à-dire il y avait des œuvres peintes à la main, et puis il y avait une catégorie où les artistes assumaient complètement le caractère purement digital.
Mais par contre, ce qui n'était pas assumé, c'était qu'on puisse présenter une œuvre qui était intégralement issue, finalement, d'un prompt d'intelligence artificielle, sans autre retouche. Et finalement, le poteau rose a été découvert, et que le gagnant du concours, finalement, n'était pas l'auteur assumé, mais bien la plateforme Midjourney. Donc c'est là où on a commencé à poser des règles un peu plus strictes, justement, dans ce genre de concours, pour éviter ce genre de dérive, quoi. Et qui, finalement, cette affaire-là, ce qu'elle révèle, c'est que la frontière, finalement, entre l'art et le non-art, on va dire, de l'IA, c'est faite encore plus floue, quelque part. Après, voilà, moi je pense que c'est un débat qui n'est pas vraiment résolu. Est-ce que l'IA fait de l'art ou pas? Toujours est-il que si c'est le cas, et on peut finalement considérer que l'IA peut être un vecteur artistique, c'est quand même important que les personnes en question assument le fait de leur utilisation ou non de l'IA. Et après, chacun est jugé selon ses compétences, hein, tout simplement. Moi, personnellement, je continuerai toujours à donner plus de valeur à un artiste qui a peint cette œuvre-là à la main plutôt qu'une personne qui l'a générée via un prompt aussi astucieux que soit son prompt. Alors ensuite, pendant longtemps, il y a une autre question qui s'est posée. C'est la question de la qualité des images via l'IA, en fait. C'est-à-dire que assez rapidement, vous avez eu quand même, il y a eu quand même la génération d'images assez qualitatives, mais qu'à côté de ces images qualitatives que je vous ai montrées en début de présentation, on a quand même aussi une grosse quantité d'images qui sont de très très faible qualité. Et finalement, il y a un petit peu l'IA des pauvres et l'IA des riches quelque part. C'est que déjà, pour pouvoir accéder aux belles images, entre guillemets, il faut avoir un minimum de connaissances. Puis souvent, il faut payer en réalité. Donc le modèle économique de l'IA générative, il ressemble beaucoup à celle des plateformes du web en général. C'est-à-dire que on va vous rendre accro à un service qui au début va être gratuit, va très bien fonctionner. Puis quand vous serez bien habitué et que vous ne pouvez plus vous en passer, c'est là que d'un seul coup, on ne vous met pas de restrictions pour vous obliger à vous abonner. Bon, c'est un petit peu pareil ici pour ces plateformes d'IA générative. Alors pour ce qui est de la qualité médiocre des images, tout ceci évidemment à nuancer. Bon, je vous montre un petit musée des horreurs vite fait. Dans les premières années, on pouvait assez vite se retrouver avec ce genre de choses. Parce que voilà, c'était des modèles qui n'étaient pas forcément très bien entraînés. Et puis voilà, il y a quand même des difficultés persistantes avec les mains en général, dans l'IA générative. Ceci dit, l'honnêteté me commande de vous dire que c'est des problèmes qui sont en train d'être effacés peu à peu. C'est-à-dire que c'est de plus en plus réaliste, et pour peu qu'on utilise les bonnes plateformes, il n'y a plus de chances qu'on tombe sur ces trucs-là. Bon, je continue un petit peu le musée des horreurs, un petit peu, parce que c'est quand même toujours rigolo. Alors là, j'aime bien, on reconnaît vaguement que c'est Nicolas Cage, hein, mais alors si on regarde de près, on se dit qu'il a peut-être subi la lèpre ou quelque chose comme ça. Là, je pense que c'est un évangéliste américain qui a dû essayer de générer cette image. Le Christ, pareil, il paraît plutôt sorti du musée Grévin qu'autre chose. Bon. Pourquoi un petit peu ces problèmes d'IA qui risquent de ressurgir ou qui ressurgissent, on va dire, de manière récurrente? En fait, on a un problème de consanguinité avec l'IA générative. Il y a un constat tout simple. Quand on a lancé les IA génératives sur l'énormité des images présentes sur Internet, l'intégralité de ces images étaient des créations humaines. Digitales ou pas, humaines quand même. C'est-à-dire issues soit des appareils photo des photographes, ou des logiciels de graphisme, ou tout simplement de l'imagination, d'un crayon et d'un pinceau. Aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, la majorité des images qui sont présentes sur Internet sont elles-mêmes issues des IA génératives. Ça veut dire qu'en fait, ce que va faire l'IA générative, c'est qu'elle va puiser dans ses propres créations majoritairement. Donc forcément,
il y a un effet de consanguinité. Et on sait très bien ce que la consanguinité produit chez les êtres humains. Les Habsbourg, par exemple, c'était une dynastie européenne qui avait pour particularité de ne pas aller chercher très très loin quand il fallait trouver des conjoints. Et puis on a vu, il y a un trait physique particulier des Habsbourg qui était une mâchoire particulièrement prédominante. Alors, pour ce qui est de l'IA, qu'en est-il aujourd'hui ? Souvent, on a un style un peu IA, un peu jauni, pour les mauvaises images d'IA, on va dire. Des peaux qui ont souvent un aspect un peu plastique. Alors ça, par exemple, moi, j'habite dans un petit village de la Drôme qui s'appelle Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Et régulièrement, je dois aller sur la plateforme, en fait, de ce site pour pouvoir inscrire ma fille aux activités périscolaires. Et j'en peux plus, en fait, de cette image. À chaque fois, je tombe dessus. Et pour moi, c'est l'image parfaite de la mauvaise image IA, quoi. Après, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais je trouve qu'il n'y a rien qui va dans cette image. La peau, je trouve que la peau est vraiment... il y a quelque chose d'un peu glauque dans cette plasticité de la peau. Ça y est, il est là. On a fini par en parler. Hein. J'ai quand même réussi à tenir 25 minutes sans parler de Trump. Alors, le coût des images jaunies, c'est clairement un symptôme de consanguinité de l'IA. Voilà. Et c'était un problème qui a connu son pic à l'été dernier, c'est-à-dire il y a presque un an. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à intégrer dans les modèles d'apprentissage de sorte à ce que les images soient un petit peu moins jaunies. Donc ce problème de consanguinité, donc voilà par exemple, hein, le style Ghibli par exemple, ou Ghibli, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a été vachement en vogue il y a un an à peu près. Ce qui fait que même Sam Altman, il avait mis pour photo de profil cette image-là. D'ailleurs c'est marrant comme les patrons de la tech veulent se donner des images lisses, alors qu'on sait très bien que leurs dessins sont bien parfois bien funestes. Et donc voilà, assez souvent on se retrouvait avec ce genre d'image, comme s'ils avaient mis une sorte de filtre jaune dessus. Donc effectivement, les programmateurs de ce genre de plateforme ont déjà essayé de marquer un petit peu mieux, si vous voulez, dans la masse des données que l'IA va venir saisir pour pouvoir générer ces images. De plus en plus, maintenant, dans les métadonnées des images, on va faire des marquages sur l'origine artificielle ou non des images. Ce qui fait que ça s'appelle le watermarking. Certaines plateformes ont fait en sorte, et les meilleures plateformes finalement, ont fait en sorte de réduire la part d'images générées artificiellement dans les sources qui sont prises pour générer des images. Ça a été assez efficace. Le réinvestissement de la production humaine, ce serait une solution, et pour l'instant qui n'est pas trop privilégié par les plateformes pour des raisons pécuniaires que vous pouvez bien imaginer. La mise à disposition d'applications pour déjaunifier, ça il y en a toute une série maintenant sur le marché. En tous les cas, il y a quand même un constat qui est partagé par tout le monde, c'est que, j'aime bien cette phrase-là, une IA qui est coupée du sang frais de la créativité humaine, c'est une IA qui est vouée à la dégénérescence. Voilà. Et ça, je pense que tous les opérateurs économiques de l'IA en sont conscients aujourd'hui. Maintenant, à quelle vitesse ils vont chercher à pallier à ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de tous pour que la quantité de production humaine sur les modèles d'apprentissage remonte et vite, quoi. Voilà. Mais ne serait-ce que, et pas que pour des questions de qualité d'image, hein. Vous allez voir aussi qu'il y a un enjeu social et économique qui est vachement important derrière tout ça. Et c'est là où j'arrive au cœur de mon sujet. Le cœur de mon sujet, donc, si j'en réfère au titre de ma petite conférence, c'était « Est-ce que l'IA va conduire ou non à la mort de la création ?» Et c'est là où on en arrive un petit peu aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur les métiers de la création. Et vous allez voir que c'est quand même assez important. On n'a pas vu arriver le phénomène, ou alors quand on l'a vu arriver en 2022, nous autres les créateurs de contenu, voilà, artistique ou non,
on a minimisé en fait la chose, clairement. Et puis comme il y avait ces mauvaises images, vous vous souvenez, que vous avez vu tout à l'heure avec des doigts difformes, arriver, on s'est dit, voilà, c'est bon, les gens sauront faire la différence entre ce qui relève de l'IA et puis les vraies créations qui sont les nôtres. Mais force est de constater aujourd'hui que en fait, le niveau des images générées ne cesse d'augmenter, les défauts des mains se résorbent peu à peu, même le filtre jaune, c'est presque fini, et là, on se sent de plus en plus désemparé en fait. Donc le principe économique finalement qui fait que l'IA est en constante expansion aujourd'hui, il est simple. Je me mets dans la peau d'un diffuseur. Donc un diffuseur, c'est une entreprise, une collectivité locale, l'État, une association même, a besoin de générer un outil de communication par une image. Donc typiquement les affiches pour nos conférences. Quel va être le raisonnement d'une entreprise? C'est de minimiser les coûts, évidemment. Donc, un graphiste, un photographe, tout ça, ça se paye, évidemment. Hein. Donc, tant que, finalement, le graphiste et le photographe pouvaient produire des contenus dont la qualité était nettement supérieure à celle de l'IA, ça allait encore. Mais maintenant qu'on atteint justement cette frontière, même perceptible, entre le vrai et le faux, est devenue difficile, la tentation, évidemment, de faire appel à l'IA, elle est énorme. Et cette tentation, en plus tout le monde l'a. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les grosses boîtes. Hein. C'est moi-même. Hein. Je vous l'avoue honnêtement, hein, j'utilise l'IA. Et en tant qu'enseignant, j'enseigne l'IA aussi à mes étudiants. Parce qu'on est obligé en réalité. Par exemple, nous les enseignants, on s'est adapté aussi. On ne donne plus de devoirs à faire à la maison aux étudiants. On en a marre de corriger de l'IA en fait. Donc maintenant, les devoirs c'est sur table, devant ordi quoi. Et puis à les surveiller derrière. Hein. Et puis finalement, on est obligé de leur laisser un peu la possibilité d'utiliser l'IA. Mais par contre, ce que je tiens à faire, c'est de l'encadrer de manière très très précise, comme un maillon de la chaîne graphique parmi d'autres. Mais moi, j'ai eu des étudiants qui m'ont rendu des affiches faites entièrement via un prompt, avec le texte tout intégré. Quoi. Là, évidemment, vous vous doutez bien qu'ils subissent un peu des foudres des enseignants, si c'est le cas. Il y a aussi, voilà, donc on va voir un petit peu ce que sait faire l'IA à l'heure actuelle ou pas. Et finalement, quel est le véritable enjeu. Donc pendant ces premières années où l'IA n'était pas encore trop menaçante, il y avait quand même une limite très importante que l'IA ne pouvait pas faire. C'est-à-dire que vous écriviez un prompt, d'accord, décrivant, je ne sais pas, un canard voguant sur une mare avec des roseaux et puis un vol de cygnes, admettons, dans le ciel. Je viens d'inventer le truc. Vous utilisez la même plateforme et vous réécriviez le même prompt. D'accord. Et l'image allait être complètement différente. Ce qui avait un caractère tout à fait fascinant. Et ce qui a un caractère tout à fait fascinant. Hein. C'est-à-dire qu'à prompt identique, information identique, la machine à chaque fois va agir différemment pour générer une image. Mais par contre, il y avait quand même une limite à chaque fois, c'était justement le fait que l'image soit à chaque fois différente. Si on voulait créer un personnage dans une situation différente, eh bien on butait sur ce problème. Et pendant longtemps, en fait, justement, les plateformes n'arrivaient pas à résoudre ce problème-là. Là, je vous donne l'exemple ici de ce petit personnage-là, vous voyez, avec son pull rouge et son pantalon bleu. On voit bien que c'est le même personnage, mais qui est scénarisé de manière différente. Et ça, un truc simple comme celui-là, qui pour un illustrateur est quelque chose d'assez facile, en fait, hein, eh bien, l'IA ne pouvait pas le faire. Sauf que, depuis l'année dernière, ça y est, l'IA peut le faire. Donc, quelles sont les plateformes qui sont capables de le faire? On a Seedream, le chinois dont je vous ai parlé tout à l'heure, créateur de manga, qui est français, Nano Banana, Wiscom, etc. Donc, ce sont des IA qui sont assez chers et qui sont sur le haut du panier des générateurs d'images, mais en attendant, ils peuvent le faire, ça y est. Et ça, c'est la vraie révolution.
Ce qui fait que, conséquence, maintenant l'IA peut créer des bandes dessinées, par exemple. Ce qui était quand même, si vous voulez, la bande dessinée, pour un créateur, c'est vraiment pas donné à tout le monde de faire de la bande dessinée. Ça demande quand même un coup de crayon et une capacité, justement, à pouvoir faire évoluer un personnage au sein de vignettes qu'on va reconnaître dans toutes les vignettes et dans des positions différentes. Et ça, voilà pourquoi un créateur de bande dessinée, c'est quand même, dans le domaine de l'illustration, une personne qui possède des compétences vraiment extrêmement poussées, quoi. Maintenant que l'IA a cette capacité-là, maintenant c'est même ce métier-là qui est en danger. Il faut le comprendre. Et ça, c'est quand même extrêmement inquiétant, quoi qu'on en pense. Résultat, il y a même des tutos maintenant sur YouTube qui nous expliquent comment on va pouvoir créer des bandes dessinées, des planches de bandes dessinées entières via l'intelligence artificielle. Je me suis livré à un petit test quand même, parce que finalement, si on est un auteur de bande dessinée vraiment connu, est-ce que une personne surgie de nulle part peut revendiquer la paternité de votre dernière bande dessinée ou en créer une nouvelle? Et parce qu'il y a quand même une différence, si vous voulez, entre un illustrateur qui a peu de diffusion, donc peu d'impact sur Internet, ou au contraire, un illustrateur comme Hergé, dont les planches en fait sont diffusées en grande quantité sur Internet. Et finalement, les IA génératives vont pouvoir plus facilement avoir une accroche de reproduction sur un auteur comme Hergé, qui va avoir beaucoup plus d'images sur la masse d'Internet. Ce qui m'a guidé vers une petite expérience. Est-ce que l'IA pourrait refaire une bande dessinée d'auteurs célèbres grâce à une série de prompts? Et pour ceci, j'ai mobilisé 6 plateformes différentes. Via le prompt suivant, donc j'encadre le prompt ici, et je marque vignette de bande dessinée style Hergé, mettant en scène Tintin habillé en paysan Sildave, en train de ramasser du foin avec une fourche. Et maintenant, avec les banques d'images également, avec les plateformes d'IA génératives, et d'ailleurs mon lapsus est assez révélateur, on peut associer des images de référence, d'accord, qui lui servent de guide en quelque sorte. Et on peut également, en plus du prompt et de l'image de référence, ajouter des paramètres supplémentaires, comme le format par exemple, la définition de l'image, etc., etc. La question de la définition, d'ailleurs je me permets de faire une petite parenthèse. Quand je vous parlais d'IA de plateforme de pauvres et plateforme de riches, un autre critère, on va dire, de qualité d'une IA générative, ça va être la définition de l'image. Donc, comme vous le savez peut-être, sur Internet, vous allez avoir des images de basse définition. Et si vous voulez avoir des images en haute définition, il va falloir passer par des banques d'images et en général payer. Voilà. Donc on a à peu près le même raisonnement sur les plateformes d'IA générative. Et donc ici, j'associe ce prompt à cette image, et puis on va voir sur le slide suivant ce que ça va donner. Je parie que vous êtes curieux. Eh bien voilà les résultats. Et vous allez voir un petit peu, c'est extrêmement révélateur de l'évolution en fait des plateformes d'IA générative. À savoir qu'on a Firefly, ça c'est l'IA générative de Adobe dont je vous ai parlé, qui, comme je vous l'ai dit, est une IA générative qui va venir générer à partir d'un nombre limité d'images, parce que c'est Adobe Stock. Alors Adobe Stock, ce sont des millions d'images, mais malgré tout, ces millions d'images, par rapport à la masse, si vous voulez, des images disponibles sur Internet, ça reste quand même assez petit. Le résultat, c'est que on a des images qui ont un rapport assez lointain avec Tintin quand même. Vaguement, c'est de la bande dessinée, mais on se retrouve ici avec une double fourche, on ne sait pas pourquoi. Un personnage également qui semble sorti plutôt du XVIIIe siècle, je dirais. Voilà. Bref, il n'a pas bien compris ma requête, clairement. Et d'ailleurs, c'est quand même assez fascinant, hein, la manière dont il va interpréter une requête pour sortir une image comme ça. Même du point de vue de l'esprit humain, j'avoue que je n'arrive pas bien à faire le cheminement intellectuel qui conduit à ça. Alors là, ici, on va avoir une illustration qui va ressembler un petit peu, moi je trouve, à Spirou, un peu, dans l'esprit. Mais je ne lui ai jamais demandé de me représenter un espèce de train, qui d'ailleurs semble être
même pas reposer sur une voie ferrée. Ici, on a un espèce de Winnie l'ourson, un animal, mais alors dont j'arrive pas du tout à définir la nature. Vraiment étrange. Donc ça, c'est Artlist. C'est plutôt une plateforme qui est plutôt spécialisée dans les vidéos d'IA. Ici, on a Canva. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Canva. C'est un peu l'outil des graphistes amateurs, entre guillemets. Donc, ça permet, si vous voulez générer justement une affiche sans trop connaître en graphisme, vous passez par Canva et puis c'est un logiciel de graphisme en ligne. Et là, c'est pareil. Donc, c'est un peu bizarre. On se rapproche peut-être un tout petit peu plus de l'univers de Tintin, mais on a quand même une fourche qui est dans le mauvais sens. Et puis pareil, la ressemblance avec Tintin, je la trouve assez ténue. DALL-E, c'est l'IA proche de ChatGPT, hein, c'est le même groupe. Donc là, pareil, je vous avoue que je suis un peu sceptique. Et puis, j'ai fait exprès de les mettre sur le bas du panier. Là, on a Flux, qui est donc une plateforme allemande, qui est plutôt qualitative, hein, plutôt haut du panier. Et là, donc, on va avoir des incohérences, mais clairement, le style de dessin est bien plus rapproché de celui d'Hergé. Donc, lui va proposer 4 images différentes, avec des cils d'Ave, hein, à peu près. Donc, je ne sais pas si pour les amateurs de Tintin, si vous connaissez un peu le sceptre d'autocar, etc. Bon, par contre, ce qui est étrange, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas vraiment Tintin, et puis Milou, il est quand même assez fantaisiste, hein, moi je trouve. Alors celui-là, je vous avoue que je suis assez pantois. Et sur Instagram, il n'y a pas longtemps, donc, je suis tombé sur une Instagrammeuse très connue qui s'appelle Ninon IA, et qui, à 6 mois, a dit « Attention, il y a Google qui arrive avec son Nano Banana, et vraiment, ça va faire très très mal. » J'étais sceptique, comme je le suis toujours avec l'IA d'ailleurs. Et j'ai testé, donc j'ai demandé à Nano Banana de me faire la vignette sur Tintin, quoi. Et ben là, ça y est, je pense qu'on y est, quoi. Et donc là, c'est en l'espace de 6 mois. Hein. Donc ça vous donne une petite idée quand même de la rapidité de l'évolution du truc, quoi. Et je vous avoue, moi, il y a 6 mois, il y avait le problème de consanguinité qui était encore assez présent. Ça me générait des choses comme ça, et puis là, donc là, ça commence vraiment à faire peur, pour moi. C'est-à-dire que je vois plus quelle est la protection, si vous voulez, qu'on peut avoir les illustrateurs. Quand l'IA générative est capable de produire ça, quoi. Parce qu'en plus, l'image, si vous voulez, c'est vraiment Tintin. La fourche, elle est dans le bon sens. Bon, alors, le texte, ça reste quand même à revoir, quoi, mais bon, non, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est cohérent. Donc voilà. Je vous laisse tirer vos propres conclusions de ce test, quoi. Donc finalement, quel est le problème qu'on a? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas que les grosses boîtes qui font le choix d'utiliser l'IA par efficacité. Finalement, c'est même les plus petits opérateurs économiques et finalement les victimes qui se transforment en leur propre bourreau, hein, quelque part. Parce que finalement, quand un illustrateur de guerre lasse, ou simplement par confort, ou parce qu'il a trop de choses à faire dans la vie, tout simplement, hein, il faut qu'il aille chercher ses enfants à la crèche, et puis que demain matin on lui demande une illustration, qu'est-ce qu'il fait? Il y va, quoi. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il va alimenter encore plus Internet d'images artificielles, et finalement, il va renforcer sa propre éviction. Donc, si vous voulez, le problème, il est plus complexe que bien, pas bien, quoi. Parce que finalement, comme je vous ai dit, et puis c'est le problème plus général de l'économie numérique, c'est que l'économie numérique, elle ne serait rien sans notre propre contribution. C'est en ça que d'ailleurs Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie grecque, a publié un ouvrage où il parlait d'économie néo-vassale, en fait. Parce que finalement, ces économies prédatrices du web, finalement, comptent sur nos forces et notre force de travail pour pouvoir se développer. Et il en va de même, en fait, finalement, des IA génératives. Après le métier d'illustrateur, on peut citer le métier d'infographiste, évidemment.
qui est en première ligne également, de la concurrence de plus en plus dure de l'IA. Donc pour l'instant, si vous voulez, sur les plateformes non professionnelles, entre guillemets, ça génère des affiches qui sont pas mal, mais il y a quand même un style IA qu'on peut déceler assez vite. Par exemple, en tant que prof, si un étudiant me fait une image affiche IA, je le vois assez rapidement. Mais comme je vous l'ai dit, cette frontière-là, elle tend à s'atténuer. Ça évolue très vite. Google Stitch, par exemple, maintenant fait des interfaces web extrêmement rapidement. Et des interfaces web en plus qui sont, d'un point de vue style graphique, assez convaincantes quand même. Moi, perso, là, un étudiant, il me pond une interface web comme celle-là, je ne serais pas du tout en mesure d'y déceler de l'IA, par exemple. Et des graphistes, c'est pas comme les illustrateurs. L'illustrateur, c'est vraiment un métier de niche, hein. C'est quelques milliers de personnes en France. Par contre, des graphistes, là, on est sur d'autres volumes. Donc en termes d'emploi, ça commence à peser sérieusement, hein. Alors je dis pas que tous les graphistes ont perdu leur emploi à ce jour, hein. Mais en tout cas, le vent ne va pas spécialement en leur faveur, quoi. Pareil, j'ai fait une autre expérience aussi, la question des graphiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un graphique. Alors ça peut être un graphique statistique, vous voyez, genre camembert ou graphique à barre. Mais il y a des graphiques qui sont un peu plus pédagogiques, où on peut y intégrer des images, des tableaux, des couleurs, etc. Et c'est assez didactique. Ça aussi, c'est un fonds de commerce assez important pour les graphistes. J'ai demandé à Nano Banana de réaliser un graphique à partir du prompt suivant. S'il te plaît, conçois-moi un graphique comparant l'alimentation des écureuils roux et des écureuils gris dans les forêts de l'Europe de l'Est. Et voilà. En 2 minutes, il fait ça, quoi. Alors qu'un graphiste, pour faire ça, il me faut la journée, normalement. La journée juste pour la mise en page, hein. Après, pour chercher les sources, il en faut une autre, hein. Donc voilà. Donc là, en fait, on a une double capacité quand même. Une capacité à aller chercher les bonnes informations. Bon, alors attention, hein, pour ce qui est des informations elles-mêmes, il faut quand même toujours aller vérifier, hein, la véracité de ce qui se dit, hein. Donc moi, n'étant pas du tout un spécialiste des écureuils, voilà, n'allez pas prendre ça pour parole d'évangile. Mais par contre, pour ce qui est, moi je vous parle plutôt en tant que graphiste, pour ce qui est de la clarté des informations, de la synthèse des infos et de la hiérarchie des infos, je peux vous dire qu'on est quand même sur du très bon, quoi. C'est du niveau professionnel. Donc en fait, l'impression que j'ai, c'est que finalement, les chasses gardées des créatifs, des créateurs, des artistes se réduisent comme une peau de chagrin, en quelque sorte. Parlons un peu du métier de photographe aussi. Durement touché lui aussi, évidemment. Première menace, ça a été des prestations assez simples, genre photos de produits, de face, en lumière studio. Et puis peu à peu, l'IA s'attaque également aux scénarisations complexes, celles qu'on peut obtenir qu'avec un studio photo. Là, c'est pareil, vous voyez un petit peu le modèle économique qu'il y a derrière. Un studio photo, c'est la location d'un lieu. Ce sont des mannequins qui vont poser. Ça va être des techniciens, du matériel, hein. Tout ça, malgré tout, ça fait vivre des personnes, hein. C'est-à-dire que c'est un travail de culture, de communication. C'est pas comme de l'industrie, ça emploie pas autant, mais malgré tout, c'est quand même toute une économie, quoi. Et tous ces métiers-là, remplacés par un prompt, simplement. Donc vous pouvez vous imaginer un petit peu. Il n'y a pas que ça aussi en photographie, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple tout simple, juste le fait que les gens se fassent photographier sous leur meilleur jour pour avoir un joli profil, une photo de profil LinkedIn qui soit convaincante pour chercher un emploi ou quoi que ce soit, souvent on fait appel à un photographe parce qu'on sait bien qu'avec un portable, l'ami ne va pas pouvoir vous faire cette photo, quoi. Et aujourd'hui, en fait, on a des logiciels, hein, comme Lightroom, Canva ou Vidnose, en particulier Vidnose, qui vont permettre de transformer une image de très mauvaise qualité, pixelisée, avec le mauvais éclairage, et vous la transformez en image de plus en plus convaincante en qualité, quoi.
et qui vont résoudre un problème que les graphistes ont croyé totalement insoluble. C'était transformer une image pixelisée de mauvaise qualité en une image... Alors, je ne vous dis pas que cette image-là, elle est un petit peu trompeuse, parce que pour avoir testé ces outils, on n'y est pas encore tout à fait. Mais là, si vous voulez, toutes mes certitudes, elles ont été balayées en fait ces derniers mois. Donc moi, je ne peux plus vous assurer que demain, on n'aura pas quelque chose de parfait, en fait, à partir d'une image de très mauvaise qualité. Ici, j'aimerais vous parler également de cet exemple précis, en fait. J'étais dans le métro à Lyon il n'y a pas si longtemps, et puis je suis tombé sur cette pub-là, dans le métro. Et là, direct, j'ai vu la marque de l'IA. Vous voyez, les cheveux sont un peu trop brillants, la peau un peu trop... Ça n'a pas empêché quand même une grosse boîte comme Wall Street English. Hein, on ne peut pas rater Wall Street English. Hein, leur communication, elle est costaud, quoi. Utiliser l'IA. C'est-à-dire que même une boîte qui a quand même beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent, hein, va quand même préférer économiser sur les photographes et sur tout l'économie qu'il y a derrière. Parce que c'est pareil, une campagne de pub comme celle-là, traditionnellement, bon, ben, on va engager un acteur qui va être rémunéré, un photographe, et puis ben, s'il faut faire la photo dans une gare, il faut quand même prévoir la chose, hein, faire un périmètre de sécurité, etc., quoi. Et Wall Street English, ben non, ils préfèrent faire appel à l'IA, quoi. Et je peux vous certifier que c'est de l'IA, hein, parce que c'est écrit hein, en bas des affiches, images générées par IA, quoi. Parce que j'ai été regardé, évidemment. Et là, c'est une campagne européenne en plus, hein, vous voyez que c'est écrit en espagnol, en français, etc., quoi. Donc voilà, un petit peu où est-ce qu'on en est pour ce qui est de la photographie. Autre métier exposé, maquettiste, roughman, alors c'est ceux qui font les petits croquis, storyboarder, coloriste, retoucheur d'images. Alors est-ce qu'on a des chiffres justement sur l'impact économique concret de l'IA en termes d'emploi? On en a quelques-uns. On n'a pas de chiffres définitifs encore, parce que c'est trop tôt, et il y a des instituts qui travaillent là-dessus. Mais déjà, du point de vue du ressenti, 75% des créateurs, évidemment, sont inquiets, pour ne pas dire angoissés, par ce qui est en train de leur arriver. Et j'en fais partie. Au Royaume-Uni, on a fait un petit sondage, et ils ont interrogé les membres du principal syndicat des illustrateurs et écrivains. Et conclusion, un quart des illustrateurs, et plus d'un tiers des traducteurs, parce qu'il faut le dire aussi, le métier de traducteur, c'est un autre métier qui morfle énormément en ce moment, estiment qu'ils ont déjà perdu une partie de leur business à cause de l'IA générative. Là maintenant, on entre dans du plus précis. Une étude donc, américaine de Tufts University a donc classé 784 métiers. Et là, on est en pourcentage de perte d'emploi. D'accord. Et regardez, j'ai mis donc un des métiers de la création. J'ai surligné en bleu ici. Et vous voyez un petit peu l'importance du taux en question, quoi. Donc c'est quand même assez flippant, quoi. Et enfin, dernier graphique qui peut nous aider un petit peu à comprendre les choses. En rouge, on a ici la part d'automatisation réelle, actuelle, et les potentialités dans les années à venir d'automatisation selon les métiers. Alors vous pouvez voir ici par exemple que grande maintenance, donc ça veut dire le nettoyage de surface, hein, pour faire simple, a une possibilité d'automatisation extrêmement faible, encore que il faut voir, hein, parce qu'on pourrait entraîner un jour des robots à faire ça. Service de la bouffe, ça reste faible aussi. Mais d'autres, en fait, ont déjà un taux d'automatisation très élevé, comme par exemple ici tout ce qui est ordinateur et maths. Et on peut voir ici, donc, art et médias, qui est le domaine qui nous intéresse ce soir, avec déjà une automatisation réelle aujourd'hui, importante, et des potentialités aussi de développement encore énormes, quoi. Donc voilà, ça c'est un tableau apocalyptique, hein. C'est pas avéré du tout quand on en arrive là,
Mais on va dire que si les choses vont au train où elles vont actuellement et elles ne sont pas freinées par les pouvoirs publics ou par les décisions des entreprises, ça c'est un peu plus hypothétique, voilà où est-ce qu'on peut arriver assez rapidement, dans les 5 ans. Et donc là j'en reviens aux chiffres en fait dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si rien n'est fait pour réguler tout ça, en France, il peut y avoir une perte d'emploi d'ici 2030 de 5 millions de personnes. Voilà. Et puis étrangement, en fait, avec l'IA, c'est les catégories de domination traditionnelles qui sont bouleversées aussi, parce que les métiers les plus exposés ne sont pas forcément les métiers les plus mal payés, en fait. Ça va être des métiers intellectuels. Donc clairement, scientifiques, mathématiciens, des métiers qui sont quand même plutôt haut placés socialement parlant. Mais en tout cas, les chefs d'entreprise ne vont pas trop faire de distinguo, si vous voulez. Eux, ils vont faire de l'économie là où ils peuvent, et s'il faut virer des gens qui sont... D'autant plus, c'est des gens qui ont des hauts salaires. Hein. Ils auront d'autant moins de scrupules. Et pour finir cette démonstration, je voulais vous faire un petit laïus rapide sur les deepfakes. Alors, c'est quoi un deepfake ? Pendant longtemps, en fait, donc c'est une image qui vise, si vous voulez, dont le but est clairement la manipulation. C'est-à-dire qu'on va faire croire que c'est une réalité, alors que ça n'en est pas. Donc à but divers et variés, comme la calomnie ou des objectifs politiques de dénigrement de l'adversaire politique. Donc voilà un petit exemple ici, avec Mona Lisa, par exemple, ou de fausses images de Dali qui sont générées. Voilà. C'est-à-dire que là, on a la première image qui est une vraie image de Dali, et à partir de celle-là, on va en générer des fausses, quoi, pour faire parler les morts, par exemple, etc. Donc là, ici, il y a un concept qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que des deepfakes, il y en a depuis très longtemps, avant l'arrivée de l'IA générative grand public, mais elle nécessitait un travail de graphiste très très haut qualifié, on va dire, et des heures de travail. Aujourd'hui, avec l'IA, en fait, il y a une sorte de démocratisation, entre guillemets, de l'acte de production du deepfake, et donc la mise à la portée de tous des outils de manipulation et de calomnie. Alors que parallèlement, finalement, les coûts de vérification de l'origine artificielle ou non du deepfake ont, eux, augmenté. Donc, ce qu'on appelle un effet ciseau. Évidemment, pour les gens qui ont une certaine propension à la théorie du complot, c'est du pain béni. Hein. Alors, je voulais vous montrer... ouais, alors, elles sont assez rigolotes, ces images, mais surtout, en fait... Là où ça doit nous interroger, c'est que c'est des images qui datent déjà d'il y a à peu près 3 ans. Quoi. Ça veut dire que l'IA générative, Midjourney pour ne pas le nommer, à 3 ans pouvait déjà créer des deepfakes comme ceux-là. Alors je vous rassure, il y a 3 ans, c'était pas n'importe qui en tapant le pape en doudoune de luxe qui obtenait cette image. Il fallait quand même utiliser déjà Midjourney qui était déjà payant et peut-être reproduire 5 ou 6 fois ou 10 fois ou 15 fois le prompt avant d'obtenir quelque chose de bien. Mais si vous voulez, voilà, à cette époque-là, c'était considéré comme vraiment bluffant d'obtenir ça il y a 3 ans. Aujourd'hui, je vous le dis franchement, avec les dernières générations d'IA, là, il n'y a plus rien qui me surprend. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, on avait mis en scène Macron à l'époque en SDF à l'époque des Gilets jaunes, je trouvais que c'était plutôt bien senti. Alors là, voilà, ça c'est deux images qui sont intéressantes à analyser aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un scandale qu'il y avait eu autour de la LFI. En fait, cette image de Hanouna, la contradiction, c'était qu'ils avaient été la chercher chez Grok, en fait. Et ce qui, pour moi, est une erreur politique, parce que on ne peut pas, si vous voulez, critiquer l'IA générative la moins morale de toutes, c'est-à-dire celle qui ne pose aucun encadrement dans l'utilisation de personnages célèbres. Je pense que vous êtes au courant du dernier scandale avec Grok, c'est-à-dire la raison pour laquelle Musk est actuellement fait l'objet d'une enquête judiciaire en France, quoi.
c'est-à-dire la facilité donnée à générer des gens dénudés en y apposant leur visage, quoi. Donc voilà, à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Si on ne veut pas alimenter la machine, on n'utilise pas Grok. Mais c'est Grok lui-même qui avait créé cette image de Kamala Harris. Bon, on reconnaît vaguement que c'est Kamala Harris, mais c'est clair que là, on est clairement dans l'image IA de mauvaise qualité pour moi. Mais ça, par contre, pour le Parti républicain pendant la campagne électorale, moi, je pense que ça avait son efficacité. Pour des personnes qui ont un niveau de culture politique assez faible, ils vont vraiment le croire, quoi. Et Dieu sait que Kamala Harris n'était pas exactement une communiste, hein. Alors, je ne sais pas si la connexion Internet nous le permet, mais je tente quand même. Non, je pense que c'est mort. Oh, j'essaye quand même. Il y avait toute la classe politique française qui dansait dans une rave. Bon, c'est pas grave, on le verra une autre fois. En tout cas, voilà. Ouais. Ah, le niveau est faible. C'est vrai que j'ai pas pensé à recharger mon... Bon, de toute façon, on arrive à la fin. Quelles sont les perspectives d'avenir aujourd'hui? Alors, je n'ai même pas parlé pendant ma conf des problèmes environnementaux, hein, que suscite l'IA. C'est-à-dire que pour pouvoir alimenter la machine, c'est-à-dire qu'à l'époque où on avait simplement Internet et Google, il fallait construire des data centers déjà énormes, très gourmands en eau, parce qu'il faut refroidir toutes ces machines qui chauffent. Là, si vous voulez, on est sur un rapport exponentiel, hein, par rapport à ça, quoi. Ensuite, il y a les problèmes sociaux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fermes à clic, où il y a des gens qui passent des heures simplement à référencer les modèles d'IA pour pouvoir les nourrir, et qui sont payés une misère. Voilà, je ne vous ai même pas parlé de tout ça. Là, je vous parle que de la génération d'images. Où est-ce qu'on va actuellement? Alors, on l'a vu déjà, on a un droit qui peine à encadrer ça, un peu plus au niveau européen qu'au niveau américain, et de manière générale, c'est le cas dans l'économie du web. Mais voilà, on a, si vous voulez, un progrès technique qui va toujours plus vite, en fait, que les tentatives de régulation qu'on essaie de mettre en place. Sauf qu'en attendant, la machine tourne super vite, quoi. Et les effets sur l'emploi se font déjà sentir. Et en même temps, ben, on a, pour les mêmes victimes, si vous voulez, de l'IA, ben, cette même IA nous offre des possibilités de travailler rapidement qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent, quoi. Vous voyez, je vous parle des problèmes de définition de l'image. Pour les artistes ou les graphistes ou les illustrateurs, c'est souvent un casse-tête, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a une image super qui peut nous servir de bonne base pour en faire un photomontage, mais seulement elle n'est pas en bonne définition. Et du coup, pendant longtemps, j'ai interdit à mes étudiants d'utiliser des images en mauvaise définition, sauf si on les transforme. Aujourd'hui, l'IA nous permet de résoudre ce problème. Et objectivement, oui, elle peut nous aider, quoi. Mais est-ce qu'en l'utilisant, on ne s'envoie pas une balle dans le pied aussi? Donc finalement, et j'en finirai là, je pense que le mieux qui puisse arriver, parce que je ne crois pas du tout à un effondrement de l'IA, même si pour l'instant ça repose principalement sur une économie spéculative, c'est-à-dire qu'en fait on est sur un financement par capitalisation, hein, avec l'IA, hein. C'est-à-dire que les droits que vont demander les plateformes ne permettent pas de financer les infrastructures, hein. Il faut le savoir. Donc c'est une économie qui potentiellement peut s'effondrer parce qu'elle repose sur une bulle spéculative. Malgré tout, même si une bulle éclate, ce ne sera pas la fin de l'IA. Ça, il ne faut pas fantasmer, quoi. Donc finalement, le mieux qui puisse arriver, c'est vraiment que les États prennent conscience de l'étendue du problème et régulent tout ça, quoi, au maximum, pour faire en sorte que l'IA soit une ressource, soit un monstre un peu moins dévorateur, quoi. Mais là, c'est carrément un changement de société qu'il faudrait espérer. Est-ce qu'on s'y dirige? J'ai un petit doute. Merci beaucoup pour votre attention.
Ah, je regarde. Allô, vous m'entendez toujours? Oui. Est-ce qu'il est prévu au niveau du monde créatif, artistique, une organisation, une association qui permettrait, au nom de tout ce monde-là, d'intervenir justement sur le plan juridique pour attaquer éventuellement les plateformes quand il y a de l'abus et éventuellement aussi avoir du poids sur le législateur pour qu'il s'empare du problème plus rapidement et légifère? Alors, il existe des syndicats par corporation, on va dire. Mais le problème, c'est qu'on est quand même... ces organisations-là restent très faibles et souvent peu conscientes du problème. Et puis, on est quand même sur des métiers qui sont très atomisés, si vous voulez. Ouais. On est quand même sur des opérateurs économiques qui sont souvent individuels et qui ont je pense que pour l'instant, ils en sont plus à essayer de tirer le bon parti de l'IA au maximum. Ouais. Et si je vois par exemple mes étudiants, le niveau de conscience face au danger de l'IA, il est extrêmement faible, quoi. Et je pense qu'il y a fort à parier que la plupart des gens sont encore face à une forme de déni et plutôt à essayer de prendre de choper le meilleur de l'IA à leur profit, quoi. Et donc c'est pour ça que le niveau d'organisation pour l'instant il est très faible, pour ne pas dire nul. Donc pour l'instant, je ne vois pas de forme d'organisation vraiment efficace pour lutter contre ça. Oui, je voudrais revenir sur la suppression d'emplois. Il est évident, vous l'avez expliqué, 5 millions en France d'ici 2030, et ça va certainement ne jamais s'arrêter, parce qu'on ne voit pas quel domaine de la production ne serait pas concerné par l'IA. Mais tout de même, moi je vois là quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire que ce temps passé... à ne plus travailler, c'est du temps libre, c'est du temps de l'expression de chaque individu. Moi, je pense que même, si vous voulez, le travail tel qu'il est pratiqué, vous avez évoqué la société capitaliste, c'est un abêtissement, c'est un abrutissement dans le temps, dans l'organisation, dans la répétition, etc., etc. Alors, bien sûr que ce n'est pas la même chose si on supprime des emplois, par exemple, très difficiles, pénibles dans le bâtiment, ou les artistes. Mais même pour les artistes, il y aura du temps libre. Donc, la création humaine, plutôt que la création artificielle, elle va avoir le temps de se déployer. Donc moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif dans ce travail, le travail tel qu'il est vu. Le travail, ça veut dire quelque chose de très pénible qui va être remplacé par l'IA. Alors, si je peux permettre, le problème c'est comment rémunérer à ce moment-là le temps libre. Oui, je suis d'accord, mais si la société telle qu'elle est configurée actuelle ne donne de revenus que s'il y a une contrepartie de travail. Et si moi, en tant qu'artiste, on m'ôte la possibilité de concilier à la fois mon activité avec une rémunération, où est-ce que je trouve ma rémunération? Alors c'est vrai que je peux me coucher dans un champ de fleurs demain, mais concrètement, comment je vais remplir mon assiette? Que moi, enfin, voilà, mais rapidement, il n'y a pas de problème de rémunération. Poussons ça à l'extrême. Les machines produisent tout. Alors on a tout, c'est-à-dire que moi je veux des pommes, j'ai des pommes, elles sont prêtes. Je veux une voiture, elle est là, etc. Après, il y a une question de répartition, d'organisation. Mais la rémunération, elle est faite dans un échange capitaliste. Sinon, on n'en a pas besoin. Imaginez qu'on produise tout ce qui est produit actuellement, tout. C'est la machine qui produit. Voilà, on n'a plus en quelque sorte qu'à se servir. Du moins à répartir en fonction de la composition de la famille, etc. etc. Il n'y a pas de problème pour moi de rémunération à partir du moment où une machine fait le travail. C'est pas le monde de nous. Moi, je pense que, pour finir avec ceci, je pense qu'un être humain complètement désœuvré, je ne suis pas certain que sa santé mentale résiste très loin. Mais bon, après, moi, je pense qu'il y a quand même... Je ne suis même pas dans la vertu de l'effort. Je suis simplement dans la satisfaction de simplement faire des choses qui ont du sens et pour pouvoir, pouvoir vivre de ces activités. Voilà. Mais après, peut-être que je me trompe ou je projette sur mes propres envies, moi, sur les sociétés, quoi.
Alors moi je voudrais revenir un peu sur votre parcours, parce qu'on peut parler de l'IA, mais il y a quelque chose que vous dites dans le titre, c'est la mort de la création, mais il ne faut pas oublier le choc du réel en fait, le choc du réel de l'individu. Vous avez fait Sciences Po, vous avez changé pour vous tourner dans l'art. C'est aussi ça un artiste, c'est un artiste qui se révèle à la vie, c'est un artiste qui se nourrit de ses inspirations, et quelqu'un qui va commander de l'IA finalement, c'est pas un artiste, c'est une personne qui meurt pratiquement. Et les années, je pense, feront le tri entre le faux et le vrai, entre l'intime et le tout public, et entre la vérité et le mensonge. C'est un tri qui se fait dans l'alimentaire, c'est un tri qui se fait dans l'alcool, c'est un tri qui se fait dans tous les domaines aujourd'hui qui touchent l'art. Et c'est aussi, qu'est-ce qu'un artiste? C'est quelqu'un de sincère et de sensible. Et vous avez des étudiants qui, malheureusement, souhaitent que le travail soit fait par autre chose, et ce sont des personnes qui ne vont plus rien signer d'eux-mêmes, qui ne vont plus donner d'identité. Monsieur Derrière parlait du temps. Un artiste, c'est aussi quelqu'un qui peut mettre des décennies à essayer de comprendre quelque chose, de créer quelque chose, de perfectionner quelque chose. On ne fait jamais rien par nous-mêmes. L'IA, c'est un algorithme, mais nous sommes aussi des algorithmes. C'est-à-dire que, par exemple, si par exemple Michael Jackson, vu que c'est un peu à la mode en ce moment, il s'inspirait de James Brown, de Charlie Chaplin, donc il y avait cet algorithme aussi à lui-même qui l'envoyait vers des choses qui le rendaient utile. Et ça, l'artiste, il est censé aussi le percevoir, il va être touché par le fruit du hasard ou par le fruit des rencontres, par des sensibilités qui vont lui aussi l'élever. Et cette intelligence artificielle, c'est une grande déchetterie, en fait, pratiquement, où on va pas savoir où est-ce qu'on l'on pioche, et ça va dénuer petit à petit le message, et ça va aussi certainement élever ceux qui sont sincères et réels dans leur démarche. Donc je m'inquiète pas plus que ça, je m'inquiète pour ceux qui ne verront pas, en fait, le vrai du faux. Voilà, qui vont rester dans cette obscurité, comme ceux qui voient la publicité à la télé, qui pensent que c'est la vie réelle, comme ceux qui... et ces gens-là vont malheureusement, je pense, jalouser ceux qui ont une sensibilité différente, parce que ce seront presque des gens qui rêveraient d'être quelque chose, mais qui ne seront jamais ce quelque chose-là, parce qu'ils n'auront pas ce petit truc en plus. Voilà, les termes sont importants. Le projet Aaron qui est le frère de Moïse, un auxiliaire de Moïse, etc. Donc chacun a sa place, chacun a sa hiérarchie, et on ne devient pas ce qu'on ne peut pas être, mais c'est encore plus grave de faire croire à ceux qui ne peuvent pas être qu'ils peuvent l'être. Voilà. Rien à ajouter. Oui, rien à ajouter. Il serait intéressant, c'est de demander à l'IA quelle vision elle a d'elle-même, puisqu'elle est capable de réfléchir à tous les problèmes. C'est comme une mise en abîme. Alors toi IA, qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Je pense que cette question a déjà été posée, ou la manière dont l'IA se perçoit elle-même, les visuels sont assez extraordinaires. Alors j'en ai pas ici, Oui. mais je me souviens d'un visuel particulièrement marquant où tu avais un espèce de monstre comme ça, une machine qui dévorait tout dans son environnement, quoi. Donc elle se voyait comme ça. Elle se percevait Elle de se la percevait sorte. comme ça. Ouais. Ah oui. Oui. Bon, Ouais. allez. On va conclure. Oui, on va conclure. Une dernière question alors. Oui, j'aurais aimé que vous me précisiez dans quelle mesure l'État peut encadrer cette évolution-là. L'État ? Dans quelle mesure, je veux dire, par quelle loi, par quelle... Alors il y a plein de choses à faire en fait. Pardon? Il y a plein de choses à faire en fait. Ouais. Oui. Ben oui. Non, il y a plein de choses à faire en fait. L'État déjà peut protéger beaucoup mieux les artistes par une jurisprudence cohérente et constante. 2, ensuite, on peut obliger les plateformes justement à limiter en fait le nombre d'œuvres artificielles dans ce qu'elles puisent. On peut aussi obliger à sourcer beaucoup mieux justement à définir les périmètres justement d'aspiration des IA